Merci de choisir Télégalaxie pour vous informer. Bienvenue à édition 62. Crime passionnel à Port-au-Prince, Yuri Beaubrun, 30 ans, artiste peintre, a poignardé Regina Nicolas, sa copine depuis plusieurs années. Une scène de jalousie serait à l'origine de ce crime passionnel survenu mardi soir dans les environs de l'École nationale des arts à la rue Monseigneur Guillot. Jean-Yvon Rubin témoigne au micro de Télégalaxie. Moi, je connais Regina depuis Regina fait philo lycée Jean-Jacques Dessalines. Nous avons participé dans le club littéraire ensemble, bibliothèque Monique Alix, son jeune demoiselle qui était sa lecture, à poésie, à littérature, avec théâtre également. Et puis, au moment où l'autre il finit, et puis il est supposé entrer à l'école normale, donc ça a viré la République dominicaine, ça a retourné encore, même tout avec mes amis. Donc, de temps à autre, il a changé des espaces, parfois il a travaillé dans la banque, avec ça, il a quitté la banque là. Bon, comme travail était gain, comme travail récent, c'est serveuse dans Yanvalou. Yanvalou bar, son bar qui zone la fleur du chêne, le monté, je ne sais pas très bien. Et elle travaille là comme serveuse. En même temps, ça va faire longtemps, elle joue dans une pièce de théâtre côté Gen Youyou qui mettait en scène, il y a l'autre camarade qui joue avec elle tout. Donc elle est en même temps artiste. Donc mes scènes c'est d'abord ma tout le monde son scène amoureuse, son scène d'amour, son scène l'amourier. Et deux individus ça va gagner puis avec une institution l'École nationale des arts côté qui a formé artistes. Deux individus ça va gagner pour aller à l'École nationale des arts comme université, comme un espace qui est libre, une libéralité, même dans l'école normale, même l'autre, n'importe qui peut entrer, ne pas empêcher mon entrée, mais n'a dit noir et blanc que yo pas étudier école normale, yo pas étudier en ENAT, c'est des monde individus qui sont artistes dans le milieu culturel là, comme ENAT son école des arts, bon, c'est là de pouvoir éviter le lien incontournable pour pas faire passer ENAT. Donc peut-être et là, moment crime n'a passé, puis devant la rue, passer devant l'école, passer juste. Est-ce que estime la mort Regina son perte pour le monde artistique là? Et m'a dit oui, d'une part son perte pour le monde artistique là, parce qu'il y a des rapports de familiarisation, d'harmonisation, de réaction qui existaient entre Regina plusieurs monde, tant qu'on Regina dormi là quand même plusieurs fois. Regina habite Delma, Georges Castram, qu'on a Regina, il y a d'autres amis tout, tant qu'on plein d'amis nous, Regina amis tout. Donc oui, sous ça, oui, Regina manqué parce que son Regina est un coup son garçon même lui-même, tout le monde n'est pas appelé à la politique pas même genre garçon. Regina c'est son cool, son fille cool, c'est exact, c'est tout ce qu'il faut. Regina le complet en tant que femme et dit moi c'est Regina pour nous. Regina son père dans le sens de fraternité, harmonisation, amis, frères, sœurs. Qu'est-ce que vous avez dit sur scène ça qui passe? Donc moi me découché là quand même avec quelques examens avec examen école normale qui supposé nos examens matin d'abord bon coup de main et puis bon minuit me gonsan qui est Néa Nico D'Angelo que Regina bon ami le tout que nous fait des bagarres ensemble etc. D'Angelo il nous dit ah il apprend là, Yuri impliqué Regina, tu Regina Baïsao, mais ça n'a passé, bon, il peut-être, et ces informations, ça n'a passé devant Enat. Mais d'après des vérifications, ça n'a pas passé devant Enat normalement, ça n'a passé juste, puis devant Enat, ça veut dire dans l'area là, devant l'hôpital général, ça n'a passé. Yuri, c'est un artiste, il fait sculpture, il fait. C'est relation femme-garçon, relation sentimentale amoureux. Voilà, ce moment, fille qui doit monsieur, puis fait un gros coup de fille, il fait 10 000 balles, mais monsieur encore. Voilà, monsieur, c'est ça lié parce que c'est depuis bien avant la murmurer que fille qui dit monsieur pas d'accord, monsieur jaloux, monsieur a fait le mal, etc. C'est l'amour qui comprend. La jalousie rend l'homme méchant. Faut ne pas rendre compte de ça, tout c'est l'amour lié, ça qui arrive. Monsieur a tout fait, c'est pas tout original, il a tout fait, il a mourir. Mais nous déplorons le crime, nous déplorons l'acte là. Nous-mêmes qui sommes dans le milieu culturel, l'intellectuel pays, nous déplorons l'acte là. Et nous pensons, nous avons fait tout possible pour nous, comment question ça a traité. Bien que Regina les victimes nettes, même penser qu'on peine, qu'on sanction pour Yuri. Le syndicat des travailleurs de santé de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti condamne énergiquement la bastonnade du médecin résident Bertoni François et d'un agent de sécurité de l'hôpital par 3 policiers de la CATIM affectés au Palais national. Le président du syndicat réclame justice et réparation pour les victimes. Wilfried Etienne souhaite l'adoption de mesures et des dispositions afin d'éviter la répétition de pareils actes. Il est au micro de Jean-Alain Magajou. Le comité exécutif du STS, de l'HEH, condamne énergiquement ce qui s'est passé à l'HEH le dimanche 26 avril dernier. Médecin résident était là, sur place. Machine paquet dans l'hôpital, dans le côté de la était fait là. Policier rentré, libéré machine. Maintenant, médecin a besoin de sortir, il n'a pas sortir. Il fait appel, il joint
que la machine a appartenu à un monsieur qui est en civil. Le mois de monsieur a pour le dépasser la machine pour le sortir. Monsieur a lui-même répondu mal. À partir de ce moment-là, monsieur dit son policier, il frappe la machine docteur Mandel pour ranger le balai. Le policier a dit comme ça, on va prendre l'assurance. Je dis que je vais l'assurance parce que ce n'est pas dehors où frapper la machine, c'est dans l'hôpital. Quand je travaille, donc, nous entendons pour ranger le moment. À partir de ce moment-là, le policier a montré monsieur qu'il y a aux âmes sur lui. Monsieur a des âmes dans l'immédiat, il a commencé à battre le docteur. Il bat le docteur avec main, il bat le docteur avec âme. Pendant la batte docteur, oui, monsieur a le téléphone, il a les backups dans le palais national côté il est affecté en tant que policier. Maintenant, il y a des policiers qui ont débarqué là dans l'hôpital là, qui par contre vont rater, ils ont commencé. Pour nous continuer à battre les médecins, ils battent les maltraités. Donc c'est là le problème, en gros, c'est ça. Donc on policier pas sortir dans le palais, quel que soit le côté affecté pour battre un médecin résident, quel que soit le niveau médecin dans l'hôpital, et donc en plus qui c'est un hôpital universitaire ou l'hôpital de référence. Non, attaque qui fait sur le médecin, normalement. Ça c'est un. Il y a une double signification. Attaque sur le médecin, un, et puis dans l'hôpital là, deux. En principe, et quel que soit mon nom, on ne doit pas rentrer dans l'hôpital là avec ZAM. C'est parce que il y a un petit problème au niveau de l'administration qui pas mettre une structure organisationnelle en place pour éviter quel que soit mon nom rentrer dans l'hôpital là avec ZAM. Mon ne doit rentrer dans l'hôpital là avec ZAM. Si tu as une structure organisationnelle en provenance de l'administration de l'HEH, qui sont l'hôpital universitaire, bah ça va t'apprendre. Les professeurs du PSUGO ont manifesté ce mercredi devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale en vue d'exiger le paiement de 8 mois d'arriérés de salaire. Cette nouvelle manifestation arrive à moins d'une semaine d'une note du ministère de l'Éducation annonçant le paiement du dernier versement dû aux écoles impliquées dans le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Les professeurs sont au micro de Franz Pierre-Louis. Nous avons une délégation là qui vient dans la marche aujourd'hui devant le ministère, qui gagne l'école Gressier, Grand Gouave, Petit Gouave là-dedans. Nous autres dans la région des Palmes, Lagonave tout. Nous venons là pour nous répondre à ministre Maniga. Le ministre Maniga dit dans la radio qu'il finit payer toute l'école dans le département de l'Ouest. Ça, il concerne nous, en tant que directeur, dans la zone, dans la région des Palmes, qui nous-mêmes, en deux départements de l'Ouest, nous pouvons toucher deuxième, troisième tranche, voire 8 mois année ça, nous pouvons toucher un adoqué, tandis que le ministre dit qu'il finit payer nous. Par le fait qu'il dit qu'il finit payer nous te répondons à appel fédération des directeurs d'école là pour nous venir faire passer les revendications pour nous demander ministre pour le plus clair pour nous. Plus clair veut dire qui ça? Pour payer nous l'argent nous. Pour le voir contrat 2014-2015 en nous et payer nous 8 mois qui vont passer. Sinon, nous empêcher dans la région par nous, examen fait, nous empêcher qu'il y ait une élection dans la zone si nous ne pas toucher. La clé ou une éducation de qualité, mais on a presque fini, nous ne pouvons pas jouer 1 centime pour année ça, et il y a des gens qui ne peuvent jamais toucher. Deuxième et troisième tranche l'année passée. Nous mobiliser. Donc, nous voulons dire, Nesmi, c'est pas une mobilisation en feu de paille. Nous demandons pour Nesmi payer directeur de l'école, l'argent année passée et l'argent année ça. À l'occasion du 7e anniversaire de leur révocation, les anciens employés de l'autorité portuaire nationale continuent de réclamer leurs 7 ans d'indemnité suite à leur mise à pied sous la présidence de René Garcia Préval, révocation qu'ils qualifient d'arbitraire. À l'approche des prochaines compétitions électorales dans le pays, ces employés révoqués menacent de sortir leur carton rouge pour sanctionner ceux qui les ont mis au chômage. Tour à tour, Milo Manos,
et Valérie Fritz, respectivement porte-parole et conseiller politique. Ils sont au micro de Nancy Lenné. La conférence là, c'est pour nous capables de faire connaître. Après 7 années, un petit groupe moun qui a bail menti. Je ne dis pas propose la vérité à parler et puis qui a bail mensonge. Nous là toujours nous exister. Nous avons passé 150 personnes dans la lutte là qui mourent, grand groupe touye yo. Yo mouri avec poitrine. En complicité avec le président Préval à l'époque, ensemble avec Edouard Bossan, qui a gagné au syndicat que nous-mêmes, APN, nous avons voté, qui a gagné en tête, M. Wilfried Setilly jusqu'à présent qui est en bas. Yo même, yo fait combinaison, yo voyez nous aller, mais nous existons toujours. Mes amis, tenez bien. Conférence matin, c'est pour nous montrer que nous existons, mais regardons le document. Regardons le document. Hein, que le président Préval te signé avec nous pour le capable de dédommager nous pour le payer nous. Yo pas fait ça. Yo président, c'est le premier monde qui parle pour tout le monde entendre. C'est le dernier monde qui parle pour décision pour tout le monde entendre. Vous imaginez bien, même président ça qui te bail, on arrêté présidentiel qui fait sortir dans le journal Le Moniteur et puis il pas respecté en complicité avec le syndicat jaune nous te gagné en dedans APN. N'a dit encore. C'est là nous avons besoin d'arriver. C'est là nous avons besoin d'arriver dans le cas de l'élection. Président Matéli, il y a un pile mauvais conseil sur le dossier employé révoqué. L'homme son papa, ou supposé gérer tout petit yo. Président Préval, faut faire une erreur, il dit qu'il payé déjà. Ou tendez-le, ou pas jamais tendez nous. Ou roule nous dans farine, nous dit qu'on va jouer football avec nous, et puis c'est roule nous. Mais malheureusement, nous sommes bon gardien, nous ne pouvons pas goal ça. Journée aujourd'hui, nous allons dans l'élection. Nous attendons tout le monde ça. Mais journée aujourd'hui, là, nous-mêmes employés révoqués APN débader, nous dit que c'est là nous devons arriver pour nous tendre. En même moment arrivé, c'est élection. Nous-mêmes, nous représentons un parti politique en de pays. Nous avons des gens pour nous faire parti politique. Mais comme le président Matéli dit, c'est les gens qui ont cob qui pour aller dans l'élection. Nous considérons que nous n'avons pas cob, mais mobilisation nous plus que cob. Depuis nous mobiliser, nous sommes capables de faire toute bagaille. Son seul bagaille, nous avons on appelle tout parti politique, Zami, Calmaré Saucission, avec René Préval, qui s'est ennemi, giré, employé révoqué à PNO. Nous dit, président Matéli, vous changez bien, vous devez jouer avec nous là. Et c'est notre président, sauf c'est le président Aristide seulement te fait. Vous avez courage pour te faire, pour te descendre cortège, pour te venir parler ensemble avec nous, pour te amis nous chaque matin. René Préval, on est entré dans le palais national, là, fait cribotaille ensemble avec vous, ou parler avec nous, on seul coup. On seul bagage nous voyons du. Mandé Préval, ça te rivel 2010. Signature ce mercredi 29 avril 2015 d'un protocole d'accord dans le Doing Business entre les gouvernements mexicains et haïtiens. Ce partenariat rentre dans le cadre de la promotion commerciale qui existe depuis un certain temps entre le Mexique et Haïti. Ce protocole d'accord vise à favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays. Norma Powell est la directrice du CFI. Nous avons déjà eu, il y a 2 semaines de ça, un représentant de ProMexico qui est venu en Haïti, qui nous a présenté au CFI et aussi au CIRD, qui est la contrepartie du CFI en République dominicaine. Ils nous ont présenté leur CRM, qui est un système de management des clients. Donc, nous avons une version au CFI et là maintenant, nous sommes en train de faire un upgrade à notre version. Donc, nous avons déjà commencé mais la coopération avec ProMexico. Donc, c'est dans ce sens-là et c'est aussi pour promouvoir les échanges entre ProMexico et Haïti. Doing business, ça veut dire quoi exactement? Doing business, c'est faire des affaires.
C'est ce que ça veut dire. Et c'est dans ce sens-là, justement, qu'il y a cette délégation qui est arrivée ici et aussi qui a été mise sur pied par l'ambassadeur Lamotte, qui a fait un excellent travail et qui a aussi fait le lien entre ProMexico et le CFI. Et comme vous savez, l'ambassadeur Lamotte a été le premier directeur général du CFI, le premier. Donc, il était bien placé pour comprendre toutes les questions sur les investissements et l'importance des investissements. C'est à chaque pays de promouvoir les secteurs. Nous, en Haïti, nous promouvons les secteurs qui sont les secteurs qui ont été ciblés par le président, son Excellence M. Michel Joseph Martelly. Et c'est ce secteur-là, et c'est l'agro-industrie, c'est la construction, c'est l'énergie, c'est les infrastructures, c'est le textile. Et aussi, moi, j'ai dit qu'on aimerait aussi avoir plus de production ici pour remplacer les importations. Ceci fera de bonnes industries qui viendront ici, qui pourront donner du travail, du bon travail. Le ministère du Commerce et de l'Industrie se réjouit de la signature du dit accord entre les deux pays, un partenariat qui traduit la bonne santé des relations diplomatiques existantes entre les deux capitales, Port-au-Prince et Mexico. Gisler Dugas, directeur général du ministère du Commerce, exprime sa satisfaction sur la présence d'une quinzaine d'investissements mexicains en Haïti en quête de partenariat gagnant entre les deux pays. Déjà 3 missions en 3 ans. Quel bilan pour les entrepreneurs des deux pays? Quel bilan pour l'économie des deux pays? Notre PIB en Haïti a-t-il eu un fort taux de croissance après ces 3 missions grâce à la présence mexicaine en Haïti? Le Mexique a-t-il vraiment profité du climat d'affaires haïtien? Bon, à ces questions, je vous charge de trouver les réponses. Mais il y a une avancée significative. Les Haïtiens et les Mexicains, après 85 ans de relations diplomatiques, commencent à se connaître sur des points précis qui est comment faire le commerce. Pendant les 85 années, il y a toujours eu une relation essentiellement sur la politique, les réfugiés politiques, mais maintenant, à la faveur de séisme en 2010, à la faveur de l'arrivée au pouvoir du président Peña Nieto et du président Martelly, il y a une nouvelle relation qui se dessine. C'est une relation concrète axée sur l'investissement et le commerce. Et c'est pourquoi de 2001 à 2013, disons le chiffre n'est pas énorme. Nous sommes maintenant à 68 millions de dollars entre les deux pays au niveau du commerce. Bon. Jusqu'à présent à la faveur du Mexique, mais le taux de croissance est assez significatif et on doit saluer ça de manière très significative. Donc, ensuite, des accords signés au niveau institutionnel. La Chambre de commerce d'Haïti et la COMC ont signé un accord de coopération en 2013, disons il y a à peine 2 ans. Disons, je laisse au soin aux 2 chambres de commerce d'évaluer ce qu'ils ont réalisé. Mais du côté de l'État, on a essayé d'impulser et de rapprocher les 2 secteurs privés. En vue de faire entendre leur voix à l'approche de la réalisation des prochaines élections prévues pour les 3e et 4e trimestres de l'année en cours, le réseau associatif national pour l'intégration des personnes handicapées a réalisé ce mercredi une séance de travail avec les responsables des partis politiques concernés par le scrutin dans l'objectif de présenter leur cahier de charge. Michel Payan explique au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Son seul bail, nous-mêmes au niveau du RANIF, que nous éviter pour ne pas orienter vote vers tel ou tel candidat. Tout en étant très clair que nous disons qu'il faut tenir compte de besoins population handicapée et puis attentif à discours candidat. Si on candidat un discours qui a d'exclusion par exemple, un discours qui est absolument contraire aux idées, contraire à nos objectifs, donc c'est tout à fait normal, il n'y a pas qu'à engager non voit comme ça. Dans ta passé, vous avez critique par rapport au fait que les handicapés ont été traités en pauvre dans sa vie avec l'organisation électorale dans le pays.
La renouvelle processus qui est marché. Comment nous-mêmes nous participation dans ce cas dans il faut faire pour intégrer dans ce cas. Bon, forme du c'est-à-dire que dans la loi électorale, de tout temps, et ceci remonte à plus d'une dizaine d'années, nous toujours intéressés au conseil électoral, puis inclus des articles pour faciliter mon handicapé au voter, et toujours faire. Son seul bail que nous-mêmes jusqu'à présent on a proposé, inclure le bail dans le décret ou dans la loi électorale, c'est une chose et même c'est une bonne chose, mais espace centre de vote, bureau de vote, si on n'est pas accessible, c'est comme si c'est laver monsieur à terre. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça nous là. Donc, alors, question d'universalité n'est pas respectée. Définitivement, parce que nous sommes contentés formellement de dire ça dans la loi électorale, mais dans la pratique, conseil de conditions qui par réunis pour nous capables de participation, nous capables de participation massive à processus électoral. Jarline Israël, membre du RANIF, se dit préoccupée devant la montée de l'intégriste contre les personnes à déficience moteur dans le pays. Elle invite les responsables politiques à travailler de manière à faciliter l'intégration des personnes handicapées dans tous les domaines de leurs compétences. Jarline Israël. Le message que je voulais lancer, c'est pour montrer que mon handicapé, c'est mon même genre, tout le monde a des capacités. Parce que mon handicapé est capable. Chaque monde a un talent, chaque handicapé a un talent, handicapé ou pas. Ça me veut dire avec l'État, secteur public et secteur privé, que mon handicapé il faut avoir plus d'opportunités, le pourquoi jeune handicapé. Moi-même, je suis jeune. Demain, si Dieu veut, moi, je pense que je suis capable de venir dans le pays d'Haïti. Parce que ça fait ça à l'école, je vais apprendre. Demain, si Dieu veut, pour mon femme, non seulement secteur handicapé, pour moi, dans le secteur handicapé, mais c'est pour moi, dans la société en tout. Par contre, moi, je pour l'État et comme gouvernement pour aller, cap l'autre gouvernement, mais pour prendre mon handicapé en charge, des jeunes handicapés en charge, bah plus d'opportunités, aménagement, et puis pour bah plus loisirs, pour bah plus éducation, transport. Tout ça est important, c'est pour regarder problématique mon handicapé, qui j'aime mon handicapé et puis en pile bâtiment pour construire bâtiment accessible pour mon handicapé et puis tout pour aider nous faire sensibilisation à rapport de action parce que action pour prouver que montrer que une sensibilisation qui traverse. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Le bilan s'alourdit suite au séisme dévastateur de samedi au Népal. Plus de 5000 morts et 10 000 blessés. Les autorités népalaises reconnaissent d'avoir commis des erreurs lors des premières opérations de secours. Les habitants de Katmandou sont aux abois. Des erreurs dans la gestion des opérations de secours dans les premières heures. Le gouvernement népalais lance un appel surprenant. Il demande aux secours étrangers de ne pas venir pour l'instant. L'aéroport de Katmandou est saturé et il y aurait suffisamment d'équipes sur le terrain. Pendant ce temps, les habitants de Katmandou, eux, sont épuisés après 4 jours déjà dans des conditions très précaires. Des rescapés en colère se sont heurtés à la police anti-émeute devant la gare routière alors qu'ils tentaient de quitter la ville. La population tente de fuir vers la campagne, mais pour autant, de nombreuses zones restent inaccessibles. D'ailleurs, la situation humanitaire est préoccupante dans les régions reculées. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de notre envoyé spécial, Camille Le Pomelec. Plus on s'éloigne de Katmandou, plus l'urgence humanitaire est grande. À une quinzaine de kilomètres seulement de la capitale, le village de Sakou et ses maisons traditionnelles en briques et en bois ont été largement détruites par le séisme. Cet homme a tout perdu, son logement et surtout sa femme. Mon fils était à côté de cette armoire, donc il a été protégé. Mais le sol s'est effondré sous ma femme. Elle a été mortellement blessée. Une première équipe de sauveteurs est arrivée plusieurs heures plus tard, pas assez vite pour la sauver. 4 jours après, des démineurs de l'armée népalaise cherchent encore des morts dans les décombres du village. On a déjà trouvé 3 personnes dans cette maison et nous pensons qu'il reste le cadavre d'un petit garçon. Le bilan humain est considérable, 64 morts pour ce petit village. Sur les 1000 maisons que compte le village de Sakou, 600 se sont effondrées. De quoi ont besoin les habitants maintenant? Dans l'immédiat, nous avons besoin de tentes et aussi de stocks de nourriture. L'aide commence à arriver.
La Croix-Rouge locale a fait don de ses tentes. Des médecins chinois fournissent une assistance médicale, mais aucune aide gouvernementale. Les réfugiés doivent s'entasser dans ces salles de classe en attendant mieux. Nous n'avons pas d'eau potable, ni même d'eau pour se laver. Et le gouvernement ne nous livre pas de nourriture non plus. Jusqu'ici, les Népalais affrontent les épreuves et les deuils avec calme et dignité. Mais à mesure qu'avancent les jours, de l'exaspération et de la colère commencent à pointer contre l'État. Le pays est l'une des zones sismiques les plus dangereuses au monde et pourtant, le dispositif gouvernemental est un échec de l'aveu même du Premier ministre. Sans l'aide internationale, la reconstruction sera impossible et le futur de ses habitants semble bien voilé. La justice indonésienne a ordonné l'exécution de 8 personnes pour trafic de drogue. Parmi eux, il y a lieu de citer des Nigérians, des Australiens, des Brésiliens. 24 heures après cette fusillade, les réactions ne se sont pas faites attendre. Des Australiens ont déploré ce qui s'est passé, qualifient de barbare le comportement de l'Indonésie, malgré de nombreux appels à la clémence. La nouvelle a fait les gros titres des médias en Australie. L'exécution d'Andrew Chan et Muran Sukumaran a beaucoup choqué dans le pays. La classe politique a unanimement fait part de sa consternation. La présidence de M. Widodo sera définie par le fait qu'il a procédé à ces exécutions et qu'il n'a pas accédé à la demande de clémence de notre Premier ministre et de notre ministre des Affaires étrangères ou à la nôtre, parlementaires, qui avons tous demandé qu'il leur accorde une grâce. Andrew Chan et Muran Sukumaran étaient les chefs du gang dit des Neufs de Bali. En 2005, ils sont arrêtés à l'aéroport de Lille alors qu'ils tentent de faire passer 8 kilos d'héroïne en Australie. L'année suivante, ils sont condamnés à mort. Leurs complices écopant, eux, de peines allant de 18 ans de prison à la perpétuité. Des condamnations plus raisonnables, selon les Australiens. C'est terrible, c'est barbare d'exécuter les gens à notre époque. Ils ont fait ça il y a 10 ans, c'était une peine suffisante. La façon dont ils sont morts, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour nous, ce n'est pas bien pour les Indonésiens. Je ne retournerai jamais dans leur pays. Le nombre des exécutions avait considérablement ralenti en Indonésie ces dernières années. Mais depuis le début 2015, 14 personnes ont été fusillées. Élu en octobre dernier, le président Joko Widodo a affirmé qu'il n'accorderait aucune grâce aux condamnés à mort pour trafic de drogue. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programme sur Télé Galaxy.